le jiu-jitsu, ça peut apporter une réponse à beaucoup de gens. Et c'est pour ça que c'est vachement riche et vachement intéressant aujourd'hui. C'est qu'on est capable aujourd'hui de répondre à beaucoup de problématiques à travers le sport. Et ça dépasse vraiment la discipline purement martiale et la discipline sportive. On ira après sur une philosophie. Amateurs de combat, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve à la Gracie Barra Academy avec Julien Casier. On va reprendre les bases. Déjà, qu'est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien et c'est quoi son histoire ? Qu'est-ce que c'est que le jiu-jitsu brésilien ? Alors déjà, il ne faut pas en vouloir à tous les gens qui vont venir te voir un jour en te disant « mais tu fais de la capoeira ». Il ne faut pas leur en vouloir, c'est important. Voilà. Parce que moi le premier, et je raconte cette histoire un jour, je discutais avec BJJ Eastern Europe. Et Guillaume me dit « mais t'as commencé le jiu-jitsu brésilien comment ?» J'étais un cliché. J'étais à Choisy-le-Roi, j'attendais le bus, j'ai vu un panneau jiu-jitsu brésilien, je pensais aller voir un cours de capoeira. Donc il faut surtout pas, moi je leur jette pas la pierre parce que moi le premier j'ai été cette personne et il faut se souvenir quelques années plus tard que on peut pas regarder les ceintures blanches qui font ça et qui en disant ah tu sais pas, je l'ai été et ça je le sais très bien. Le jiu-jitsu brésilien en fait ça tombe très bien qu'on soit devant le Wall of Fame parce que si on veut résumer l'histoire du jiu-jitsu brésilien en fait elle est résumée en quelques photos. Le jiu-jitsu brésilien c'est un sport qui se déroule principalement au sol mais ça ne veut pas dire que le combat se fait uniquement au sol. C'est un sport qui a une grosse dimension de travail debout. Et plus on avance dans les catégories, plus on se rend compte, notamment de poids, que le travail debout est important. Donc contrairement à l'idée reçue qui voudrait qu'on passe notre temps assis au sol, c'est pas vrai. Il y a une dimension debout qui s'apparente à du judo et à de la lutte, il y a une transition vers le sol, et il y a un vrai combat au sol après qui se déroule. Donc c'est vraiment un sport qui est très complet. Qui, contrairement au MMA, ne comporte pas de frappe, c'est ce qui différencie aussi notamment le grappling du MMA, et qui justement va trouver sa finalité sur la soumission ou l'abandon. Broglio, qui a été une personne avec qui moi j'ai beaucoup travaillé, et aussi un de mes mentors, m'a toujours dit le principe du jiu-jitsu brésilien, le but, c'est pas de finaliser, c'est de mettre son partenaire dans la situation la plus inconfortable possible. Un sweep, c'est inconfortable. Une position montée, c'est inconfortable. J'abandonne parce que je suis inconfortable. Je m'endors parce que finalement c'était très inconfortable, etc., etc. La soumission, c'est inconfortable. En fait, le but, c'est ça, c'est créer de l'inconfort chez son partenaire à travers des soumissions, des luxations ou des positions particulièrement alambiquées. Comprendre le jiu-jitsu brésilien, justement, c'est intéressant qu'on parle d'histoire parce que c'est comprendre son histoire. Dans le fond, les guéguerres qui voudraient que le judo, ça soit mieux, que le jiu-jitsu, ça soit ci, tout ça, c'est des guerres de clochers qui n'ont aucun sens. Parce qu'on vient tous de la même base et de la même origine. Quand on regarde bien en fait la première photo là de Mitsuo Maeda, en fait c'est 1904. 1904, c'est l'arrivée d'une immigration japonaise au Brésil, et notamment Maeda dans le nord du Brésil, qui eux sont issus en fait de l'école du Jiu-Jitsu, vraiment original japonais, avant même l'apparition du ce qu'on pourrait appeler judoka, mais Jiu-Jitsu aussi. Et Jiu-Jitsu en fait c'était sur les champs de bataille et pour les samouraïs sur leurs entraînements, un sport en fait ou du moins une pratique martiale. Plus qu'un sport, parce que le sport c'est devenu par la suite, sans frappe, ou avec frappe mais sans arme. Et quand on regarde bien, en fait, l'arrivée du jiu-jitsu au Brésil, au départ c'était ça, c'était de la self-défense. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas rejeter notre aspect self-défense, parce que finalement on vient d'une discipline qui s'apparentait à une bagarre entre samouraïs sans armes, donc avec des frappes, avec de la self-défense, avec du combat au sol et avec du combat tout court. Et donc l'origine du jiu-jitsu 1904, c'est Maeda qui arrive au Brésil, qui, comme toute personne qui arrive dans un pays étranger, vend des compétences. Il a besoin de travailler, il vend ce qu'il sait faire. Et il transmet en fait à la famille Gracie à l'époque une compétence, celle du jiu-jitsu pur, que les Gracie sont appropriés et ont transformée pour la rendre sur celle qu'on a aujourd'hui, petit à petit, année après année, pour en faire en sorte qu'elle soit ce qu'elle est maintenant. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. On est passé de la deuxième photo qu'on voit avec Carlos Gracie Senior, qui s'apparentait à un coup de pied en l'air et de la self-défense, à ce qu'on connaît aujourd'hui du jiu-jitsu pour tous. Ce que nous on appelle le jiu-jitsu pour tous, c'est vraiment une pratique et une vision qui est pour tout le monde, parce que le jiu-jitsu c'est pratiqué et ça peut être praticable par tous, d'un enfant de 4 ans jusqu'à un adulte de 85 ans. La dimension après sportive ou compétitive, c'est autre chose, mais sa dimension globale, elle est très large. Donc l'histoire du jiu-jitsu c'est ça, c'est Maeda qui arrive au Brésil, il transmet à la famille Gracie le développe, l'agrémente, le fait monter, et petit à petit les choses se transmettent à travers le monde. Je viens de faire un résumé très court, mais en gros je viens de résumer en 30 secondes 1904 Maeda, 1986 l'ouverture de la Gracie Barra,
2022, 1007 académies Gracie Barra dans le monde. C'est caricatural, mais c'est exactement ça. On est passé d'une discipline qui a été cocoonée dans un environnement fermé au Brésil et qui est resté dans son jus et qui s'est développé dans son jus, à un truc complètement international qui a donné lieu quelques années plus tard, on en parlait tout à l'heure, 93, le développement de l'UFC. Le développement de l'UFC, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que le jiu-jitsu qui a évolué vers de la self-défense, qui a évolué vers une discipline de combat, qui a voulu montrer à d'autres derrière que finalement c'était la meilleure des disciplines et donc qui a commencé à cogner sur des boxeurs, des capoeiristes, des surfeurs, des judokas et tout ça. Les premiers événements de MMA c'était ça. C'était je tapais sur des videurs de boîtes, je tapais sur des capoeiristes, je tapais sur des gens du Krav Maga ou je sais pas ce que c'était à l'époque. Et après ils ont juste fait un business aux États-Unis en 93. Ben voilà comment ça a évolué. Et ce qui est intéressant c'est son évolution actuelle. C'est qu'après toute cette évolution vers le MMA, vers la compétition, vers la discipline sportive, où on a voulu montrer à tout le monde que c'était le sport le plus complet, le plus intense et le plus abouti, on est en train de se rendre compte depuis une dizaine d'années, peut-être 10-12 ans, que c'est un sport qui doit être ouvert à tous. Et que tout le monde peut y trouver un bénéfice et un bienfait. Que ce soit un compétiteur qui a envie justement de se prouver qu'il est capable de faire ça, que ce soit quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie au quotidien, qui a besoin de trouver confiance en elle. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de retrouver justement un peu de sens à ce qu'il fait. Le jiu-jitsu, ça peut apporter une réponse à beaucoup de gens. Et c'est pour ça que c'est vachement riche et vachement intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est capable aujourd'hui de répondre à beaucoup de problématiques à travers le sport. Et ça dépasse vraiment la discipline purement martiale et la discipline sportive. On est après sur une philosophie. Alors souvent dans les compétitions et quand on parle de jiu-jitsu brésilien, etc., on emploie un terme, c'est le terme grappling. Et c'est quoi en fait le grappling ? Ça, c'est une question récurrente, pour le coup. Alors, quand j'ai fait les commentaires de la DCC à l'époque, on me l'avait posé. Et j'avais répondu à quelque chose à ça de façon assez simple. En fait, le grappling, c'est un amalgame. Le grappling, c'est un ensemble de beaucoup de disciplines qu'on a agglomérées pour en faire une seule. En gros, le grappling, finalement, c'est quoi ? C'est du jiu-jitsu brésilien, c'est de la lutte à livrer, c'est de la lutte, ça peut être un peu de MMA sans frappe, ça peut être plein de choses qu'on a mis dans un ensemble et qu'on a déterminé par grappling. C'est une famille, en fait, le grappling. C'est pour ça que très souvent, c'est pareil des guéguerres de lutte à livrer, du jiu-jitsu. Ok, très bien, si on veut faire de la guéguerre pour faire du marketing, je suis le premier à les laisser faire. Mais dans le fond, à travers le grappling, on a réussi à réunir tout ça ensemble. Après, le grappling aujourd'hui, ça permet à beaucoup de gens finalement de pouvoir se trouver une expression qu'ils trouvent parfois un peu restreinte dans le kimono. Ou ça permet à certaines personnes de trouver une expression parce que finalement ils se disent « Ah, il faut que j'investisse dans un kimono, il faut que je retourne sur une discipline martiale, est-ce que j'ai envie de le faire ?» alors que le grappling a un côté plus libre. Mais dans le fond, le grappling, c'est juste une agglomération et un ensemble de disciplines qui sont déjà présentes et qu'on a juste mis ensemble en se disant « Voilà, on prend un peu de ci, un peu de ci, un peu de ci, un peu de ça, on les met toutes ensemble, super, on va appeler ça grappling. » Ça plaît à tout le monde, allez c'est parti on y va. Et on crée la DCC et on crée plein de choses comme ça. Et c'est chouette parce que finalement, à travers ça, ça a permis de résoudre pas mal de problèmes, on parlait de guerre de chapelle. Ça a permis de résoudre un problème tout bête. Quelle est la meilleure discipline, du jiu-jitsu brésilien ou la lutte à livrer ? Ok, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, si on s'intéressait à vraiment le plus important, est-ce que nos adhérents, est-ce que les gens qui le pratiquent, ils sont contents ? Voilà, parce que qui est le meilleur dans le fond ? On s'en fout un peu. Par contre, à travers le grappling, on a répondu à tout ça. Alors, tout à l'heure, quand on a fait la démonstration, on s'est posé la question si on allait la faire en gi ou en no-gi. C'est quoi la différence entre le gi et le no-gi ? Alors, le no-gi, justement, c'est une des dimensions du grappling. C'est du jiu-jitsu. Le gi, c'est en kimono, dans son expression japonaise, gi, judo-gi. No-gi, c'est sans kimono. Les règles sont les mêmes, à l'exception maintenant d'une modification récente qui veut que, par exemple, en IBJJF, alors là je vais parler fédération, c'est un peu obscur, mais jusqu'à la ceinture marron, les règles sont exactement les mêmes, en gi et en no-gi. À partir de la ceinture marron adulte, les règles ont changé pour laisser place aux clés de talon, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une évolution et c'est très bien, la fédération évolue, elle se met au goût du jour et finalement aujourd'hui le travail sur le low body est de plus en plus important. Donc pour le coup, intégrer les clés de jambes, ça faisait du sens, notamment sur les clés de talon. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Au lieu d'avoir un pocket grip, je vais venir chercher un poignet. Au lieu de venir chercher un col, je vais venir chercher une nuque. Mais dans le fond, je fais toujours une clé de bras, je fais toujours un étranglement. Mon rear neck choke qui ne change pas beaucoup. Voilà. Ce qui va changer, c'est la prise, c'est l'appréhension, c'est la façon de travailler, c'est les grips justement, la façon de venir chercher les appuis. Mais le reste, on pratique la même forme de corps, la même finalité et les mêmes objectifs. Moi j'ai une question à poser dans ce cas-là, c'est, mettons par exemple dans un combat de rue, qui arriverait d'un coup sans crier gare, tu devrais plutôt utiliser le gi ou le no-gi ?
Je me verrais courir. Est-ce que ça te va comme première réponse? En fait, la question du combat de rue, elle est récurrente. Et je vais pas te mentir, beaucoup nous la posent tout le temps. Et nous, on fait des cours de self-défense, on en a fait chez Google, on a fait un team building d'entreprise encore hier. Et c'est une question qui est très prenante. Et d'ailleurs, c'est intéressant que les gens se la posent aujourd'hui, parce que moi, il y a quelques années, on me la posait pas. On me disait pas, si je me battais dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Donc ça laisse peut-être juste penser qu'il y a quelques soucis qui sont en train de se créer ou que les gens commencent à avoir un peu peur. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Les premières choses qu'on explique en self-défense aux gens, c'est d'apprendre à courir. Parce qu'un combat de rue, je sais pas si mon partenaire il est calibré, s'il a un fourraillé ou quoi que ce soit, donc je vais peut-être pas prendre le risque déjà de me bagarrer avec lui. Mais allons dans une hypothèse où je rentre corps à corps sur mon partenaire. Honnêtement, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est du no-gi. Généralement, tu vas plutôt chercher quoi? La guillotine, tu vas aller chercher un bras, ou alors tu vas chercher la veste, mais tu vas pas t'en servir comme d'un kimono. Le premier réflexe que tu as très souvent, c'est du no-gi. Et d'ailleurs, moi, les rares fois où ça m'est arrivé, les premiers réflexes que j'ai eu, ça a été une guillotine. Donc j'aurais tendance à penser que le no-gi a une vision très réaliste de tout ça et permet d'aller beaucoup plus vite. Mais encore une fois, il y a des très très bonnes vidéos de self-défense en gi, justement pour expliquer ce qui se passe dehors, qui sont très bien fichues et qui permettent de comprendre que finalement, venir chercher un t-shirt pour étrangler, ça peut très bien fonctionner. Tu serais étonné de ta capacité de réaction sous adrénaline dans certaines situations et ta capacité à venir chercher un outil qui est une veste ou un pantalon alors que tu pensais pas en être capable. Alors, la tradition en France, dans le combat debout, ça va être la boxe anglaise. On embrasse ceux qui font de la savate. Au sol, ça va être plutôt le judo dans la tradition française. Avec l'essor du grappling, on voit les grandes compétitions internationales, on voit aussi des grands noms connus de notre époque comme Gordon Ryan, André Galván, Greg Jones, etc. Est-ce que on pense au grappling aux Jeux Olympiques, par exemple? Parce que moi, je trouve que cette discipline, en plus, elle est regardable, elle est tout public. C'est pas le MMA, le Muay Thai. On peut comprendre qu'il rechigne un petit peu dans l'esprit olympique, tout ça. Mais ça, ça pourrait se faire. Il me semble, et ça je parle sous contrôle parce que ça sera vérifié, que le jiu-jitsu brésilien est en preview aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je crois qu'il est question que ça soit en discipline exposée, enfin du moins pour être regardé, et voilà. Après, est-ce que demain on peut considérer que c'est un sport qui peut être télégénique? Est-ce que ça peut intéresser tout le monde? À pratiquer, j'en ai aucun doute. C'est une certitude. Est-ce que toi demain, tu te verrais regarder 1 heure, 2 heures, 3 heures de combat, de jiu-jitsu, un peu fermé, sans avoir cet œil de pratiquant? Moi je le fais parce que c'est mon métier et j'adore ça. On en parlait tout à l'heure, j'ai regardé tous les combats de la DCC, j'ai même regardé en redifféré ceux que j'avais pas pu voir en direct. Donc je trouve ça incroyable. Mais c'est parce que moi je vais aller y chercher des choses bien spécifiques. Si demain j'y mets, je sais pas, ma femme, ma fille, qui connaissent un peu grâce à moi mais pas beaucoup plus, est-ce que ça va les passionner de regarder ça pendant 1 heure ou 2? Est-ce qu'au même titre qu'on regarderait un 100 mètres olympique ou la finale de la Coupe du Monde, est-ce qu'elle regarderait en fait la finale? Alors, je vais reprendre l'exemple de mes enfants. Moi, mes enfants, ils ont voulu regarder la finale de la DCC. Parce que j'arrêtais pas d'en parler et à la maison, je les ai bassinés avec ça. Mais je pense qu'eux-mêmes, naturellement, ils se seraient pas dit en zappant, tiens, si je regardais la finale de la DCC, ça a l'air trop cool de voir Gordon contre André. Enfin, je pense que petit à petit, le show en fait qui est mis en place, ça pourrait susciter un intérêt. Mais de là à devenir discipline olympique et justifier ça, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est qu'on est dans des disciplines qui sont liées à des académies. Et ça, je sais que c'est une grande bataille aujourd'hui, notamment de la Confédération française de jiu-jitsu, pour mettre en place des équipes de France, des pôles France et tout le reste. Moi, j'ai quand même un bémol à apporter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une discipline où on combat, on s'entraîne et on a grandi dans des académies. J'ai pas grandi, j'ai pas combattu, je me suis pas entraîné pour un pays. Est-ce que demain, si on me disait pour rentrer Jeux Olympiques, il faut que d'un seul coup tu portes un kimono avec le drapeau de l'équipe de France et que vous soyez tous sous la même bannière, peu importe l'académie dans laquelle vous venez, et ci et ça, est-ce que tout le monde serait prêt à faire cette démarche? C'est une démarche intellectuelle qui est différente. On est quand même dans un sport individuel qui est très collectif, où on a tous toujours, on s'est entraîné ensemble, on a combattu ensemble, on a fait des choses ensemble. Est-ce que demain, on pourrait nous dire maintenant on va se soucier de votre nationalité et pas de votre appartenance académique?
c'est pareil, c'est un sujet à résoudre. Peut-être que c'est un non-sujet, mais à mes yeux, il y a quand même un truc à craquer là-dessus aussi. Donc il va falloir craquer le côté télégénique sans le dénaturer. Parce que finalement, le judo, ce qui a desservi le judo aujourd'hui, c'est quoi? C'est à force de vouloir devenir télégénique, on l'a complètement dénaturé de certaines choses. Il va falloir qu'on travaille sur l'appartenance. Et puis d'autres sujets aussi qui sont un peu plus tricky, dont je ne parlerai pas, mais il va falloir aussi faire passer quelques athlètes. Je ne suis pas certain que Gordon Ryan, il apprécie particulièrement de passer à certaines commissions. Il faudra discuter de ça. Oui, je comprends tout à fait ton point sur l'appartenance. Après, sur le côté télégénique, je pense que dans les Jeux Olympiques, il y a plein de disciplines auxquelles on ne comprend pas forcément les choses. On zappe, on regarde, c'est aussi le truc des Jeux Olympiques. On dort devant. Mais c'est aussi ça les Jeux Olympiques. Et je me dis, à l'inverse en fait, c'est pas connaître le JJB qui va le faire mettre aux Jeux Olympiques, mais c'est aussi le fait de le mettre aux Jeux Olympiques qui va le faire connaître, qu'on va se mettre à le regarder, etc. Alors justement, pour se mettre à regarder le JJB, est-ce qu'il y a des grands combattants actuels, que ce soit français ou étrangers, qu'on peut suivre pour commencer à regarder du JJB? Des combattants, de toute génération, il y a toujours des grands combattants. Honnêtement, on a la chance quand même d'avoir une discipline où plus les années passent, plus on a des combattants incroyables. Moi, j'ai grandi en regardant Braulio Estima, en regardant Roger Gracie qui était Braulio et Roger, je m'entraînais avec eux et pourtant j'étais fan. Et j'ai pas l'habitude d'être fan de qui que ce soit, mais je les regardais toujours avec des yeux en me disant « Ah, incroyable ». On en parlait tout à l'heure en off. J'ai eu la chance de m'entraîner avec Roger, encore pas très longtemps ici à l'académie. Je l'ai toujours regardé avec des yeux comme un gosse parce qu'au-delà du fait d'être un ami, je me suis toujours dit que c'était un combattant incroyable et peut-être le plus grand combattant que j'ai croisé dans ma vie. Et qui s'entraîne encore. Il y a 2 jours, il s'entraînait avec Gordon. Et Gordon Ryan le disait lui aussi, c'est le GOAT. Donc des grands combattants aujourd'hui, il y en a beaucoup. On parlait de Gordon Ryan tout à l'heure. Il est évident qu'aujourd'hui, suivre Gordon Ryan, Craig Jones, tous ces combattants-là, en grappling, ça fait complètement du sens. Ce sont des combattants qui sont hors normes, avec des carrières incroyables et des capacités. Globalement, je pense qu'il faut aussi rendre hommage à John Danaher derrière. Et je pense qu'il n'attend pas après moi pour lui rendre hommage, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait avant moi. Mais l'équipe qu'il a aujourd'hui et qu'il a formée, elle est incroyable. C'est un sorcier. Quand on voit ce qu'il parvient à faire avec Bodoni, qui sort de quasiment nulle part et qui fait gagner la DCC, comme ça, c'est assez fou. Donc là, on a quand même une belle brochette de combattants. L'équipe de Craig Jones, c'est hyper intéressant aussi. Dans les combattants en Jiu-Jitsu, on a la chance aujourd'hui d'avoir des Mika Galván qui sont incroyables. Quand on regarde les différentes catégories, on a quand même des combattants dans chaque catégorie. Je crois que c'était la catégorie poids médio et meio pesado cette année au championnat du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Tout le monde pouvait gagner en ceinture noire. La brochette présente, le plateau était monstrueux. On s'amusait entre nous à regarder avant en se disant, on a regardé les tirages en disant mais impossible aujourd'hui, à part quelques tendances, de savoir qui va gagner. Il n'y a que des monstres chacun des côtés. Nous, on a la chance d'accueillir, on avait Romulo Barral avec nous il n'y a pas très longtemps qui s'entraînait, qui lui a fini sa carrière, Isaac Bayens qui va pas tarder à venir nous voir. Enfin, le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un milieu où on a quand même énormément de champions et beaucoup à tirer de beaucoup d'entre eux. Et honnêtement, le plateau qui compose aujourd'hui le championnat adulte Black Belt, il est dingue. Je pense qu'on pourrait citer tous les noms du plateau et ça serait pas faire pâlir une autre catégorie. Il faut juste prendre l'IBJJF, regarder en fait le plateau des championnats du monde adulte et voilà, vous avez une liste que vous pouvez suivre et regardez-les. Il y a que des monstres. Justement, où est-ce qu'on peut regarder du grappling aujourd'hui? Comment on peut regarder du grappling? Je peux leur faire de la pub, de toute façon c'est eux qui ont quasiment le monopole. C'est Flow Grappling à tous les droits. Flow Grappling a tous les droits aujourd'hui, la diffusion des championnats et des compétitions. Je sais qu'RMC s'est positionné sur pas mal de championnats aussi, et est en train de se positionner de plus en plus pour devenir un acteur. Et ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'à leur tour aussi des médias mainstream comme RMC, qui étaient plutôt connus pour le foot, le basket et l'UFC, sont en train de se dire que l'émergence de disciplines telles que le jiu-jitsu brésilien, la DCC, moi j'ai eu la chance en fait de participer à des émissions sur RMC, notamment une sur la DCC. Ces médias commencent à s'intéresser fortement en fait à ça et à commencer à les rediffuser. Donc ça veut dire que petit à petit, on va commencer à voir aussi sur du grand public ce type de choses. Pour l'instant, c'est encore cantonné à Flow Grappling, ce qui est déjà pas mal. Donc, je faisais référence à l'émission RMC Fighter Club avec Alexandre Herbinet et Jonathan McKenzie qu'il faut aller absolument regarder.
Bah écoute, je te remercie beaucoup déjà pour tout ce que tu nous as apporté. Est-ce que on peut te soutenir ou donner de la lumière sur quelque chose que tu as hors grappling, un projet, quelque chose? Des projets, nous on en a plein tous les jours, c'est vrai qu'on essaie de soutenir plein de choses. On a créé pas mal d'open mats dont on se sert aussi nous pour pouvoir diffuser le jiu-jitsu, justement essayer de faire en sorte que tout le monde se rencontre et commence à participer. Un open mat notamment bimensuel qui s'appelle le 10-10. Sinon après, l'académie elle est ici, on sait tous où nous trouver, on essaie de faire pas mal d'actions caritatives assez régulièrement. Moi je sais que je suis en train de me rapprocher de pas mal d'hôpitaux et autres parce que je vais pas rentrer dans le détail mais j'ai eu quelques problèmes de santé par le passé et je sens qu'il est temps aussi pour moi de redonner parce que j'ai eu la chance quand même d'être bien suivi et quand j'ai eu mes problèmes cardiaques, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc pour le coup, mais ça on en parlera plus tard quand ça sera officiel et que j'aurai réussi à pouvoir enfin faire émerger tout ça. Merci beaucoup, merci pour tout. Aujourd'hui, si quelqu'un qui est champion du K1 ou en Muay Thai, il avait une discipline qui lui permettait d'en vivre correctement, qui lui permettait de faire carrière et qui lui permettait de l'exposer correctement, il n'irait pas chercher à l'UFC.